Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir avec cette question d'abord. Comment mieux sécuriser les frontières sans pour autant ériger des murs? L'Europe fait face à d'énormes défis, crise migratoire, porosité des frontières, lutte contre le terrorisme ou encore Brexit. L'UE doit apporter lors du sommet ce soir et demain des solutions d'urgence et de long terme. Il en va de sa survie, débat à suivre. Il y a les symboles et la réalité politique. François Hollande a appelé aujourd'hui à la concorde nationale, un mois après les attentats. Le président inaugurait aux côtés de Xavier Bertrand un monument célébrant la fraternisation pendant la Première Guerre mondiale. Mais derrière les images et les mots, quelle réalité? Recomposition ou décomposition du paysage politique? On en parle avec de nombreux invités en notre compagnie. Enfin, l'entretien ce soir, il est à la tête d'un pur player français, entendez par là un média 100% digital. Alexandre Michelin surfe sur la vague des nouveaux médias à fort contenu. Cet ancien patron de Microsoft MSN Europe est aujourd'hui à la tête de Spicy, qui propose de grands reportages dans le monde. Un entretien tourné vers l'avenir ce soir. Merci d'être en notre compagnie, voilà pour le programme et tout de suite les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une ce soir. Comment faire face aux défis des réfugiés en Europe? Les dirigeants européens tentent aujourd'hui et demain de serrer les rangs face à la crise migratoire. Dernier sommet de l'Union en 2015, il s'agit d'agir avec célérité, a déclaré Jean-Claude Juncker. Flora Sauvage. Au menu des discussions du Conseil européen cet après-midi, la crise migratoire. Les dirigeants européens veulent endiguer le flux des réfugiés, alors qu'en moyenne, 4000 migrants arrivent chaque jour en Europe. Ce matin, en amont du Conseil européen, un mini-sommet a réuni 11 pays de l'UE et la Turquie sous la houlette de la chancelière allemande Angela Merkel. Ces pays seraient prêts à envisager d'accueillir des migrants sur leur sol si la Turquie garantit l'étanchéité de sa frontière avec l'Union européenne. Un effort qui s'ajouterait aux 3 milliards d'euros d'aide promis à Ankara par l'Union européenne. Autre solution apportée à la crise des migrants, la Commission propose de créer un corps de garde-frontières européen. Celui-ci serait susceptible d'être déployé en cas de crise grave et de se substituer au service des États défaillants, y compris aux États récalcitrants. Une prérogative qui suscite de fortes résistances. Enfin, le plan de répartition des migrants, décidé il y a plusieurs mois, avance à vitesse d'escargot, avec seulement quelques 200 réfugiés relocalisés. Sur ce point, comme sur d'autres, aucune décision d'importance n'est attendue à l'issue du Conseil européen qui s'achèvera demain. Au même moment, à Calais, des centaines de migrants, peut-être 1000 personnes ont tenté de pénétrer en force sur le site du tunnel sous la Manche. Le trafic autoroutier a été paralysé, les forces de l'ordre sur place ont été renforcées. Nouveau coup de tonnerre dans l'affaire de l'arbitrage Tapie. Christine Lagarde, renvoyée devant la Cour de justice de la République. La directrice générale du FMI sera jugée pour négligence dans l'arbitrage accordé à Bernard Tapie. À l'époque, elle était ministre de l'économie et des finances. Les explications avec Cécile Sixou. Un second mandat au FMI en juillet prochain. Elle s'était dite candidate, mais Christine Lagarde, rattrapée par l'affaire du Crédit Lyonnais en France, pourrait bien revoir ses ambitions. La présidente du FMI pourrait être renvoyée devant la Cour de justice de la République. Cette instance, composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats, a décidé de la juger pour son rôle joué dans l'arbitrage de l'affaire Tapie. En 2008, l'homme d'affaires avait récupéré 285 millions d'euros aux frais du contribuable après une décision favorable dans le litige qui l'opposait au Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, avait selon la Cour de justice fait preuve de négligence en autorisant la procédure d'arbitrage. La directrice générale du Fonds monétaire va se pourvoir en cassation, de quoi laisser patienter le conseil d'administration du FMI qui lui a renouvelé sa confiance. C'est l'image politique du jour. François Hollande, Xavier Bertrand ensemble pour commémorer les fraternisations pendant la Première Guerre mondiale. Les deux hommes étaient réunis ce matin en plein cœur de la nouvelle région désormais présidée par la droite, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Jérôme Rabier. 4 jours après les élections régionales, c'est un déplacement présidentiel à forte portée symbolique qui s'est organisé à la dernière minute dans le Pas-de-Calais.
Aux côtés de Xavier Bertrand, futur président de région, et de Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, François Hollande est venu inaugurer un monument des fraternisations qui célèbre ces moments de trêve entre soldats français et allemands au cœur de la guerre 14-18. Mais dans cette région où les socialistes se sont retirés pour faire barrage au Front National, François Hollande a surtout voulu célébrer l'unité nationale face au parti frontiste. Je veux également saluer Xavier Bertrand, auquel maintenant je dois une responsabilité commune pour répondre, comme l'a dit le président Larcher, aux défis, aux alertes qui nous sont aujourd'hui lancés. Un défi commun aux républicains comme aux socialistes qui pourront parfois se retrouver sur des sujets d'intérêt régionaux, mais pas question d'unité de pensée pour Xavier Bertrand, qui prône plutôt un apaisement du débat politique. Nous, en politique, on n'est peut-être pas obligé de rester dans un climat de guerre civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un juste milieu entre la guerre civile, où on s'oppose, les postures, les jeux de rôle, et puis aussi de devenir tous les mêmes. Mon Dieu, il ne s'agit pas du tout de ça. Mais face aux problèmes communs, moi, ce qui m'intéresse, ces problèmes, ils ne sont pas de droite, ils ne sont pas de gauche. Ces problèmes, ils sont à régler. Une entente cordiale pour répondre au Front National par des mesures nouvelles, voilà le credo du futur président de région. Mais pas question d'unité nationale dont rêve François Hollande et une partie de la classe politique française. Il aura fait campagne mais ne siégera même pas. Après sa défaite au régional en Ile-de-France, Claude Barthelone a démissionné de son mandat de conseiller régional. Le tête de liste socialiste ne connaîtra donc pas la nouvelle assemblée. 300 millions d'euros, c'est le montant que pourraient atteindre les indemnisations des victimes des attentats de Paris. Un montant confirmé un mois après les attaques par Christiane Taubira, la garde des Sceaux. On en parlait au début de ce journal. Sommet européen à Bruxelles et on fait le point sur les défis migratoires et sécuritaires de l'Union. Sonia, avec vos invités. Pour le dernier sommet européen de l'année 2015, les dirigeants se penchent en ce moment même sur de nombreux sujets sensibles. De la crise migratoire en passant par le Brexit ou encore la lutte contre le terrorisme. Les défis sont immenses pour une Europe ébranlée dans ses fondamentaux. Alors les dirigeants s'efforcent, vous allez le voir, de serrer les rangs, mais force est de constater que l'Europe est dépassée. Et l'un des aspects les plus urgents, c'est la frontière. Les frontières. Alors Schengen est-il mort? Et si oui, quel est ce nouveau Schengen? L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, direction Bruxelles avec notre correspondante Nora Amadi. Bonsoir Nora. Ce sont 3 grands enjeux et défis qui sont abordés ce soir. Vous le disiez effectivement, Sonia, on a effectivement dans ce dernier conseil un petit peu tous les sujets ramassés des grandes crises qu'a connues l'Union européenne ces derniers mois et notamment sur l'année 2015. Martin Schulz le disait il y a encore quelques heures, l'année 2015 a été la pire pour le président du Parlement européen. On a connu la crise grecque, on a connu la crise migratoire. Il y a désormais le terrorisme et la question des frontières est effectivement au centre des débats. On voit que la crise des migrants est encore ce soir le premier débat qui a occupé les chefs d'État et de gouvernement ici. La question des frontières a été au centre des questions et surtout de la nécessité de mettre en œuvre ce qui a été décidé lors des derniers conseils européens. On voit bien que la machine européenne est en panne quand il s'agit non pas de prendre des décisions, quoique souvent elles sont prises dans la douleur, mais surtout de les mettre en œuvre. Souvenez-vous du dispositif de relocalisation qui avait été décidé dès septembre dernier. 160 000 réfugiés devaient être distribués dans l'Union européenne au sein des 28. Ce n'est toujours pas le cas. Idem, les hotspots, ces centres d'identification qui devaient être mis en place aux frontières extérieures de l'Union. Seuls 2 fonctionnent aujourd'hui à Lampedusa et à Lesbos sur une île grecque. Donc il faut remettre la machine en marche et surtout remettre la Turquie au centre des débats car c'est pour le moment par la Turquie que la plupart en fait des réfugiés arrivent, la plupart des migrants et c'est aujourd'hui ce qui occupe les chefs d'État et de gouvernement. Vous l'avez dit, le Brexit également, c'est au menu du dîner de ce soir. David Cameron est arrivé martial. Il a fait une déclaration assez tonitruante à son arrivée, comme souvent au Conseil européen. Je défendrai les intérêts des Britanniques jusqu'au bout de la nuit. Et Donald Tusk, le président polonais du Conseil européen, lui a rétorqué « Cette réunion s'arrêtera à minuit ». Voilà, c'est un petit peu histoire de nous donner un petit peu quelque peu l'ambiance en fait de ce dîner, un dîner qui risque d'être musclé, franc, mais David Cameron devra donner un petit peu les arguments qu'il compte mettre en avant pour garder le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Je vous rappelle que ce référendum doit se tenir en septembre prochain et que pour l'instant, il n'y a aucun consensus. Donc, bien entendu, tout ceci sera au menu du prochain conseil comme d'habitude en février. Merci beaucoup Nora Amadi. Je vous présente nos invités ce soir. Michel Meyer, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste.
journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages et essais sur l'Allemagne. Merci d'être avec nous. Gérard-François Dumont, bonsoir. Bienvenue à vous, géographe, professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Et nous accompagne Emmanuel Morel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen socialiste, tenant de l'aile gauche du parti. Alors messieurs, on vient de l'entendre avec Nora Hamadi. Quelle année pour l'Europe. Michel Meyer, la crise migratoire, la montée des populismes, le spectre du Brexit, la difficile lutte contre le terrorisme. Quel tableau, selon vous, si vous deviez le décrire, quel tableau offre aujourd'hui cette Europe à la fin de l'année ? Un tableau de crise qui, par rapport à l'expérience que j'ai quand même des sommets et des problèmes franco-allemands qui émaillent les sommets et qui font que l'on se rapproche paradoxalement, ce qui est le cas en ce moment entre Français et Allemands, partant du rôle de la France dans l'état d'urgence contre le terrorisme, et bien entendu, ça sous-entend un rapprochement entre Paris et Berlin paradoxal, alors qu'en 2012, c'était catastrophique, la situation. Donc, paradoxalement, je crois au bienfait des crises. L'Europe n'a jamais fonctionner ou progresser qu'à travers les crises. Donc tout ce que vous avez dit est vrai, mais ce genre de réunion fatidique comme celle de ce soir, avec la passe d'armes entre l'anglais et bien entendu l'européen officiel, M. Tusk, c'est-à-dire le polonais, tout cela, ce n'est pas du folklore, ça correspond à une véritable réalité. Mais transcender cela a toujours été le cas dans le passé, donc quitte à être béat, je reste optimiste. Donc les chocs sont parfois salutaires, on va le voir, mais Gérard-François Dumont, jamais ou rarement dans son histoire récente, en tous les cas, l'Europe n'avait connu autant de défis qui posent la question même de son union et de ses fondamentaux. En fait, il y a deux raisons pour moi. La première raison, d'abord, c'est le vieux proverbe « nos actes nous suivent ». Donc à partir du moment où on mène des stratégies d'élargissement pour l'élargissement, sans maîtriser ces élargissements, sans vérifier que les pays n'ont pas l'organisation administrative suffisante, alors que le principe de l'Union européenne, c'est qu'il appartient aux États d'être capables de mettre en œuvre les directives et les règlements au sein de leur pays avec leur propre administration, comme cela existe d'ailleurs dans un pays fédéral comme l'Allemagne, où ce sont les Länder qui appliquent les lois fédérales sur leur territoire. Or, des élargissements étaient faits auprès de pays qui n'avaient pas cette capacité ou qui étaient dans ces situations particulièrement difficiles. Le deuxième élément, c'est véritablement le manque d'anticipation, qui est absolument extraordinaire. La guerre civile a commencé en Syrie en 2011. Nous sommes en 2015. Tout le monde sait bien qu'une guerre civile, ça déclenche des exodes de population qui veulent tout simplement assurer leur survie. Donc en fait, c'est dès 2011 qu'il fallait organiser des systèmes de réémigration pour les personnes en question. Et en même temps, on est extrêmement surpris de la méthode de l'Union européenne. Prenons un exemple. Récemment, l'Union européenne a fait un grand sommet avec la Turquie. Mais ça ne me paraît pas du tout logique. S'il y avait un sommet à faire, c'était avec l'ensemble des pays où se réfugient les migrants, c'est-à-dire que ce sommet, il devait aussi réunir le Liban et la Jordanie. Des États qui prennent des décisions. Emmanuel Morel, quand on parle des États, il faut aussi un leadership. Est-ce qu'il est encore et toujours incarné aujourd'hui par celle qu'on a appelée, c'est le visage de l'Europe, Angela Merkel ? Je ne sais pas de toute façon si c'est souhaitable que Angela Merkel incarne l'Europe. L'Europe, elle est plurielle, elle est diverse. Ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'en effet, il y a parfois des vertus à une crise. Et peut-être qu'on va en sortir par le haut. Mais il faut commencer par la caractériser. La crise, c'est une crise du projet européen. On l'a vu sur la Grèce, on le voit aujourd'hui sur les migrants, ça tourne quand même autour de la question de la solidarité. C'est-à-dire, on avait un projet politique formidable, unifier le continent européen, mais c'était fondé quand même sur un principe fondamental qui est la solidarité entre les États membres. Et là, c'était le cas avec la Grèce, et avec une brutalité terrible. C'est le cas aussi sur les migrants, finalement, et sur les questions de la relocalisation. Les États membres, à un moment, ne veulent pas jouer le jeu de la solidarité. En effet, vous parliez de l'élargissement, il y a des États qui le jouent encore moins. C'est indéniable que la France et l'Allemagne, par exemple, sur la question des migrants, sont plus allants que nos voisins polonais, voire hongrois. Et la question de la Hongrie, de ce point de vue-là, pose problème. Mais il faudra aussi poser très clairement la question des moyens. Parce que quand on a une ambition, et il y a une ambition européenne, il faut s'en donner les moyens. Or, précisément, l'Europe est devenue une sorte de cours de discipline budgétaire dont la seule obsession est de faire des économies. Quand on voit le budget de l'Union, c'est un budget tout rikiki qui ne permet pas d'avoir cette ambition. Et la crise des migrants, c'est aussi une question de moyens.
parle de garde-frontières, on parle de Frontex. C'est aussi. Je dis c'est aussi. Vous avez dit, vous avez prononcé le mot solidarité. Bien Je voudrais réagir. Vous parlez de solidarité au moment, Michel Meyer, où tous les États se replient, se barricadent. La France est allée ce soir en disant ça suffit, cette année nous avons été meurtris par les attentats, il faut que vous surveillez toutes ces frontières. Oui, on est en train d'ériger. On peut pas. D'abord, il ne faut pas faire le lien entre les deux. Je pense qu'il faut absolument pas faire le lien entre les questions terroristes en tous les cas. et la on ne fait question. Pas le lien. Malgré tout, il y a quand même peut-être parfois des terroristes qui passent par la route des migrants. On ne va pas non plus Mais être vous voyez dans bien le que déni. ce lien systématique, il ne peut pas être fait. D'abord parce que, en plus, je pense que ce qui serait nécessaire, même s'il y a l'urgence et la pression des opinions, c'est de prendre un peu de recul. L'Europe, par définition, elle a accueilli des migrations. Elle continue à en accueillir encore. Je suis complètement d'accord avec cela, d'autant plus que l'immaturité de l'Europe centrale et des ex-pays du bloc soviétique par rapport à ce qu'on peut appeler des formes de solidarité. Elle a été décrite par le fait qu'on a élargi trop vite sans approfondir à une certaine époque. Et ça, c'est un péché cardinal et originel qui continue à nous poursuivre. Et dans ce contexte-là, par rapport à ces pays, qui doit intervenir en considérant que l'Allemagne en Europe centrale, elle est un peu chez elle? Eh bien, c'est effectivement Angela Merkel. Mais Angela Merkel, dans son fort intérieur et même extérieur, qui est-elle? Elle est une femme qui a pris une décision, comme pour le nucléaire en son temps, de façon isolée, en femme d'action, en scientifique qui procède d'erreur en erreur, et avec, en coulisses, une aspérité éthique et morale. Elle est luthérienne. Ça ne s'oublie pas, ça. Un peu de calcul politique, peut-être. On va y arriver. Elle est luthérienne, et elle est dans le même temps. Et puis en plus, c'est une migrante. Elle est née à Hambourg, elle passe en Allemagne de l'Est, son pasteur est un pasteur rouge. Et à la chute du mur de Berlin, elle passe. Mais sa prise de position, elle est également pragmatique. Son problème, c'est la régénération de l'Allemagne, c'est la capacité de pratiquer une sélectivité parmi les migrants, et pas de migrants économiques, bien sûr, c'est déjà le cas, et pour régénérer l'Allemagne, car elle a un problème démographique considérable dans une Allemagne qui se meurt et qui enregistrera en quelque sorte son acte de décès en 2070. Donc, pragmatisme sur arrière-plan luthérien, c'est pas très compatible avec les pays d'Europe centrale, mais assez compatible avec le jeu qui peut s'exercer avec la France et avec la partie occidentale de l'Europe, dans un contexte où nous, Français, avons le rôle de plus en plus de l'état d'urgence de l'Europe tout entière par rapport à l'Afrique, au Mali, etc. Et elle continue à faire de l'économie et de l'état d'urgence économique pour l'Allemagne. Alors que nous, on devrait le faire aussi. François Dumont, attendez, je voudrais juste revenir quand même sur cette situation. La menace terroriste et la crise des migrants contraignent l'UE à s'adapter d'urgence afin de montrer qu'elle est capable peut-être aussi de solidarité, mais surtout de protéger sa population sans pour autant remettre en cause ses valeurs fondamentales. Comment est-ce qu'elle peut faire? Comment est-ce qu'elle peut garder cet équilibre, ces deux pieds? Non, mais d'abord, le lien entre crise des migrants et crise des migrants, terrorisme et frontières, il a été fait dès le mois de janvier par Bernard Cazeneuve, qui a demandé que les frontières extérieures de l'Union européenne soient mieux contrôlées. Le deuxième point qu'il faut quand même préciser, c'est c'est erroné de dire que la politique de la France et la politique de l'Allemagne sont les mêmes face aux migrants. Je prends un seul exemple. En Allemagne, le demandeur d'asile, au bout de 3 mois, a le droit au travail. En France, un demandeur d'asile n'a le droit au travail que si son asile est accepté. Donc avant, c'était en moyenne 2 ans. La dernière loi que le Parlement a votée, ça devrait être ramené à 9 mois, mais j'attends sa mise en pratique. Mais il est évident que pour le migrant qui a besoin, bien sûr, de ressources, c'est mieux d'aller dans un pays où la possibilité de travailler au bout de 3 mois que quand elle est au bout de 9 mois. C'est pour ça qu'ils en même temps, Allemagne et en Suède. Les décisions qui sont évoquées posent un véritable problème. Parce que c'est la nature même de l'Union européenne qui est en cause, dans la mesure où l'Union européenne doit respecter le principe de subsidiarité. Et respecter le principe de subsidiarité, ça veut dire que l'Union européenne ne doit pas donner des sortes de diktats, si vous voulez, aux différents pays à travers une administration qui lui est propre.
Or, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est la possibilité pour les autorités de l'Union européenne d'intervenir dans des pays sans même que ces pays les demandaient et sans même recueillir l'acceptation de ces pays. Ce qui va beaucoup De quel domaine plus loin, vous parlez précisément? Dans quel domaine? dans le domaine de Frontex, c'est ce qui est évoqué en ce moment. Oui, mais c'est Or, pas- ça va beaucoup plus loin que le fédéralisme allemand. Attendez, je vais préciser de quoi il s'agit. En fait, c'est l'une des propositions ce soir de la Voilà. Commission européenne. Oui, C'est un oui. Frontex européen élargi, en fait, pour contrôler les frontières extérieures. Donc, aller directement intervenir à la frontière de la Grèce et plus largement, là, on sort un petit peu de la Turquie Fabriquer un également. corps de garde-frontière Garde périphérique. frontière En européen. fait, si je peux me permettre, il n'y a pas que la Grèce, parce qu'il y a aussi Oui, la bien question sûr. de la Pologne, par exemple, Bien qui est sûr, posée, bien sûr. si on veut aborder la question des frontières. Mais je reviens un instant quand même, parce que moi, sur le lien entre frontières et terrorisme... je Nous ne demande- l'avons pas fait, Non, mais, mais je demande à être c'est une prudent. réalité. Ils passent Oui, bien mais- par des frontières. Oui, enfin, la réalité, c'est que, hélas, Hélas, il y a aussi on est des d'accord. terroristes qui sont français Ça- ou ça- belges, c'est qui sont originellement ils sont pardonnez-moi, citoyens attendez, français. attendez, Ça a on va été éclaircir utilisé, un mais point. c'est marginal. Nous ne sommes pas arrivés à les Donc, c'est- arrêter parce qu'ils sont allés d'un pays à l'autre aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire ce lien On ne le fait pas ce systématique. soir. On pose les deux défis. Après, je reviens sur la question, la question des frontières. C'est vrai que Schengen, la libre circulation, normalement, il y avait un corollaire qui était on circule librement à l'intérieur de l'Union et on se donne les moyens, c'est assez normal, comme dans un État supranational en réalité, De veiller de sur la contrôler, périphérie. Voilà. de veiller sur les périphéries. Le problème, c'est quoi? D'abord, c'est que, et on en revient à la solidarité, évidemment, pour la France, c'est pas un problème, parce qu'on n'a pas de frontières extérieures avec le monde qui n'est pas dans l'Union européenne. Pour la Grèce, prenons l'exemple de la Grèce, on leur demande des efforts. Mais c'est un pays qu'on a ruiné, la politique de la Troïka, du FMI a ruiné la Grèce. Et Pour certains, on les a aidés, mais ça, c'est votre avis. Bon. On l'a on l'a largement ruiné, mais surtout, on leur demande aujourd'hui d'aller plus vite, d'être plus vigilants, de mettre plus de moyens. De toute façon, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Donc, de toute façon, ils ont un hotspot à Donc, Lesbos. il y a une hypocrisie de évidemment l'Union qu'il y a européenne une de dire attendez, occupez-vous, vous, des migrants. Mais la Grèce, évidemment. plus loin, Mais la évidemment, Turquie. de toute façon, là, on en revient au problème de la solidarité. Demander aux Italiens et aux Grecs de gérer tout seuls la crise migratoire, c'est Est-ce que totalement c'est le cas, irréaliste. Non, C'est mais irréaliste. Gérard Non, mais François c'est pas le Dumont. cas. Et en plus, je finis, si je peux me permettre, C'est plus le cas. au-delà des pays méditerranéens, parlons clairement de la Pologne. Aujourd'hui, parce que Schengen, c'est C'est facile vraiment quand un c'est cas des particulier, la aéroports. Pologne, oui. Ah oui, mais il y a Oui, des oui, routes. oui, oui. Il y a des routes partout qui viennent de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je peux vous dire que c'est pas Mais facile. pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Gérard-François Dumont, sur le Bah, fait qu'on laisse tout le poids justement à la Mais Grèce, à l'Italie? Je de suis moins pas en moins le d'accord cas. parce que d'abord, premier élément, c'est que c'est vrai que les gouvernements italiens depuis des années, le gouvernement grec plus récemment, n'arrêtent pas de se plaindre que c'est eux qui supportent complètement la prise des C'est un peu la c'est réalité vrai. quand même. C'est Non, vrai. parce qu'en réalité, quand vous regardez où se font les demandes d'asile, vous constaterez que les demandes d'asile en Grèce et en Italie sont extrêmement maigres. Ce sont des pays en de transit. passage. Et donc, en fait, ce sont des pays de Il transit. va falloir regarder la Donc, situation c'est à pas eux. Lesbos. Il y en a 2000 qui arrivent par semaine. Non. Ils n'arrivent pas à gérer. Attendez. On est dans des situations de Oui, crise alors, là, il incroyables. faudrait peut-être parler aussi de la Turquie, alors, à ce moment-là. Ah, ça, c'est Hein encore un autre problème. Voilà, je suis parce que d'accord. n'oubliez pas quand même que l'un des problèmes qui est absolument fondamental, c'est que la Turquie, aujourd'hui, c'est un trou noir. Pourquoi? Parce que le gouvernement turc n'accepte pas que le Haut-Commissariat aux réfugiés puisse intervenir en Turquie. Donc, personne ne sait en réalité ce qui se passe. Et quand, Oui, non, mais dans bien les sûr. accords entre l'Union européenne et la Turquie, il est écrit, noir sur blanc dans cet accord, qu'il y a 2,2 millions de migrants en Turquie et que la Turquie a dépensé 8 milliards pour les accueillir, On va leur en c'est donner 3. Impossible, non, De mais c'est vérifier. impossible de le Attendez, vérifier. Gérard-François Dumont, vous ne remettez pas en cause qu'il y a quand même beaucoup de migrants qui sont arrivés en Non Turquie. seulement je ne le remets pas en cause, mais je peux même vous dire que s'il y a autant de migrants qui ont traversé de la Turquie à la Grèce, c'est parce que le gouvernement turc l'a souhaité. Mais ça, bien Et d'ailleurs, sûr, on vous le sait, allez, ça. vous l'avez à Izmir, il y a des commerces qui sont ouverts au vu de tout le monde et qui sont des passeurs. Et c'est là où Des le agents de scandale voilà. est. Pourquoi je suis pour une politique de réémigration? Parce qu'elle serait humanitaire. Et en plus, il faut bien comprendre que si on avait mis en place ces politiques de réémigration, toutes ces personnes ne seraient pas abusées par des passeurs. Et donc, elles viendraient en Europe dans le cadre d'accords qui auraient été mis en place. C'est là qu'on touche- Comme cela a été fait dans des exodes précédents, lors de guerres précédentes. On en revient une fois de plus à la question de la solidarité. Il y a la solidarité de l'Union avec les pays voisins, les zones de voisinage. Turquie, mais pas seulement.
Parce que quand on regarde, le Liban accueille aussi des millions de réfugiés. Je vous parle même la Jordanie, la Tunisie. Alors là, c'est des Libyens, mais c'est pareil. Ils ont 1,8 million de Libyens. En proportion, ce qu'ils accueillent est tout à fait considérable par rapport à nos quotas. Première chose, et c'est là que j'en viens à la question des moyens, parce qu'elle est quand même centrale. Si on veut vraiment aider ces pays, il faut les aider financièrement. Humainement et financièrement. On a les moyens ou on ne veut pas les donner, ces moyens, selon vous? Vous êtes député européen, vous savez. Je pense qu'on ne se donne pas les moyens de nos ambitions. Je vous parlais du budget de l'Union européenne tout à l'heure, mais il est rikiki, c'est même pas 1000 milliards d'euros sur un continent de 500 millions de personnes. Donc solidarité avec le reste du monde. Solidarité en notre sein. Aidons les Grecs, les Italiens sur ces questions-là. Il n'y a que 2 hotspots, c'est ce que disait votre journaliste à l'instant. C'est largement insuffisant. Mais là aussi, ça demande de l'argent. C'est pas seulement une question de déploiement pratique. C'est l'heure de vérité ce soir? Il y a une heure de vérité. On dit souvent que c'est le dernier. Il y a une heure de vérité avec une pression tout à fait considérable sur une actrice importante de la scène qui est Merkel. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 jours, elle a obtenu à l'arraché de son parti, la chrétienne démocratie, une forme de blanc-seing dans la mesure où elle a promis de moins en mettre. Elle en a mis 1 million sur la table l'année dernière. C'est peut-être faux, ou 800 000, etc. En tout cas, elle en a mis beaucoup. Ça a ébranlé tout le monde en Allemagne. Il y a un problème d'extrême droite en Allemagne aussi. C'est pas évident. L'Allemagne n'est pas un pays qui a un passé colonial. Les rues arc-en-ciel, c'est pas évident. Et donc, quelles conséquences vous en tirez? Et donc, elle est sous pression de son parti, à qui elle a promis d'en recruter moins en termes de migrants, bien entendu, et de migration, mais elle a promis de tout faire pour obtenir la solidarité. Mais elle sait parfaitement que ça lui coûtera. Et si ça lui coûte, ça lui coûtera avec un autre pays qui montrera l'exemple. Lequel? Et qui s'appelle la France. C'est comme ça que ça va se passer. Il nous reste 1 minute pour conclure. Selon vous, est-ce que Schengen, c'était mon introduction, est-ce que Schengen est mort? Et si oui, où est le nouveau Schengen? Non, mais Schengen n'est pas mort. Moi, je pense que personne... Un peu quand même, il se porte pas très bien. Non. Moi, je dirais pas ça. Il y aura Schengen 2. Moi, ce qui m'embête, si vous savez, c'est qu'on soit condamné à une sorte de bricolage, sommet après sommet. On a des petits... Le problème, c'est le manque d'ambition et le manque de volonté politique. On a aujourd'hui, on est un continent prospère, de sain, évidemment. Mais ça ne touche pas que Mme Merkel. Schengen est mort il y a des mois que je l'ai dit, tout simplement parce que les règles de Schengen ne sont plus appliquées. Donc soit on vient à l'application de ces règles, soit on en définit d'autres. Michel Meyer, une créativité formidable et une incapacité d'accueillir de pauvres malheureux qui demandent famine ou qui crient famine aux frontières. Dans un contexte où quand même l'Europe, c'est 500 millions de consommateurs. Il faut le rappeler. Et de créativité. Et de citoyens. C'est quand même assez formidable. Merci pour ce débat. Restez avec nous. La suite de votre émission, tout autre chose, mais c'est l'actualité aujourd'hui. C'est la polémique qui se poursuit autour de Marine Le Pen et c'est l'édito ce soir. La présidente du Front National a finalement fait disparaître aujourd'hui de son fil Twitter la photo de l'otage décapité par l'État islamique, James Foley, à la demande de ses parents. La polémique n'a pas du tout faibli. On en parle avec vous, Gilles Leclerc, bonsoir. Bonsoir. De quoi cette affaire, Gilles, est-elle révélatrice, selon vous? C'est vrai que la communication, c'est primordial en politique, on le sait bien, mais quand la communication fait office ou devient une vraie stratégie politique, c'est vrai que ça peut faire des ravages et c'est sans doute ce qu'on peut un peu constater ce soir. Car en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une gaffe, il ne s'agit pas d'un dérapage. La preuve, d'ailleurs, il reste 2 photos sur le fil Twitter de Marine Le Pen. Parce qu'utiliser une photo pour une mise au point, voire pour un gain ou espérer un gain politique, c'est sans doute facile, mais on peut dire ce soir que c'est quand même assez choquant. S'il s'agissait de répondre, ce qui est le cas, à un confrère ou à un expert sur la question identitaire, qui après tout peut être un vrai débat, on peut tout à fait en parler. Alors il existe quelque chose de beaucoup plus simple que d'utiliser une photo choquante, c'est tout simplement la parole, l'argumentaire. C'est sans doute ça qu'on attend. Donc surfer sur l'émotion dans un monde compliqué, où chaque question mérite en tout cas des explications et des nuances, c'est une méthode, on va dire, un peu étrange. Certains diront méthode révélatrice. Alors au fond, cette affaire affaiblit ou porte plutôt un coup à Marine Le Pen dans son entreprise de dédiabolisation dont on a beaucoup parlé, Gilles? Oui, un peu parce qu'en la matière, on avait plutôt vu Marine Le Pen et les dirigeants du Front National faire preuve ces derniers jours, ces dernières semaines, d'un peu plus de sang-froid. Souvenez-vous, au soir du 2e tour, elle avait très bien réussi finalement à insister sur la progression en voix de son parti qui était bien réelle. Alors qu'en fait, il y avait une vraie déception, puisque le Front National n'a conquis aucune région. Alors cet épisode ne peut pas être mis, en fait, sur tout simplement une fatigue de fin de campagne.
Le problème, c'est que la ligne de Marine Le Pen aujourd'hui se heurte à une réalité. Certes, le Front National progresse, mais il n'y a pas de gain. C'est un véritable problème pour elle dans la perspective de 2017. D'où cette crispation et cette provocation. Cette affaire ne tombe pas très bien pour elle, mais elle peut permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair vraiment sur des méthodes qui rappellent tout simplement quelqu'un. Ce quelqu'un, il s'appelle Jean-Marie Le Pen, c'est son père, sauf que la différence, évidemment, c'est que Jean-Marie Le Pen, lui, il était finalement assez satisfait d'être plutôt dans une opposition. Il n'avait pas très envie d'aller au pouvoir, c'est la différence avec sa fille. Tout le contraire. Merci beaucoup. Merci Gilles Leclerc pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Tout de suite le rappel des principales informations de la soirée avec Paul Bouffard. Prévision de croissance à la baisse pour l'INSEE, moins 0,2%. La croissance française devrait fléchir au 4e trimestre, essentiellement sous l'effet des attentats du 13 novembre. Un nouvel élan au premier semestre 2016 est prévu. Il devrait permettre au chômage de refluer légèrement. Après la victoire dimanche en Corse, les nationalistes vont devoir gouverner. Gilles Simeoni incarnera cette région et pour sa première prise de parole, il s'est exprimé en Corse. Mounir Soussi. Un nouveau chapitre de l'histoire politique corse est ouvert aujourd'hui. À son arrivée à la collectivité territoriale, Gilles Simeoni était attendu par de nombreux sympathisants. L'élu vainqueur des régionales va être le premier nationaliste à diriger l'exécutif local mis en place en 1982. Il franchit une marche supplémentaire dans sa carrière politique éclair. Élu à la surprise générale maire de Bastia l'année dernière, Gilles Simeoni s'impose comme le nouvel homme fort de l'île de Beauté. Fervent défenseur de l'identité corse, cet ancien avocat d'Ivan Colonna a toujours rejeté la violence des mouvements indépendantistes, se concentrant sur la bataille dans les urnes. Le nouveau président de la région, officiellement désigné aujourd'hui, tend la main à la gauche et à la droite afin de défendre un projet pour la Corse. La première mission de son mandat sera de gérer la fusion des 2 départements de l'île pour aboutir à une collectivité unique en 2018. Sur le continent et dans le contexte de la menace terroriste, cette proposition de Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, souhaite rendre plus efficace la lutte antiterroriste avec un renforcement des pouvoirs du parquet. Les détails avec Louis Sibyl. Pour lutter contre le terrorisme, la proposition du président de la commission des lois au Sénat veut avant tout accroître le pouvoir de la justice. Ce qu'apporte cette proposition de loi, c'est qu'elle touche non pas au pouvoir de la police, comme la loi sur le renseignement ou la loi sur l'état d'urgence, mais elle touche au pouvoir de la justice, tant du point de vue des enquêtes qui sont conduites par les procureurs, que je souhaite faciliter, que du point de vue de la répression des délits et des crimes terroristes. Le texte veut donner un rôle plus important au parquet. Il pourrait lui aussi autoriser la mise sur écoute et saisir plus facilement des données informatiques comme des mails. Les peines seraient également plus sévères. L'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste ne serait plus un délit, mais un crime passible de 15 ans de prison. La consultation habituelle de sites terroristes serait, elle, punie de 2 ans de prison. Une proposition de loi rédigée sans concertation, à la grande surprise des socialistes. Je regrette quelque peu que ce soit une initiative partisane qui apparaisse un beau jour, alors que hier même, nous avons longuement parlé de cela sans qu'il fût question de cette initiative partisane. La proposition de loi n'a pas encore été discutée en commission. Elle devrait être inscrite à l'ordre du jour en début d'année prochaine. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette proposition sénatoriale à lire sur notre fil info publicsénat.fr. Toujours au Parlement, adoption définitive du budget 2016. Un ultime vote des députés aujourd'hui. Je vous rappelle la mesure phare de ce texte, la baisse de l'impôt sur le revenu de plus de 2 milliards d'euros pour 8 millions de foyers en France. Et puis le paquet de cigarettes neutres et le tiers payant généralisé, eux aussi entérinés. La loi santé très controversée de la ministre Marisol Touraine est adoptée après plus d'une centaine d'heures de débat au Parlement. On passe au second débat de ce soir. Décomposition, recomposition. Les cartes de la politique sont-elles aujourd'hui rebattues en France? Débat, Sonia, avec vos invités.
Et ce matin, François Hollande était dans le Nord-Pas-de-Calais aux côtés de Xavier Bertrand pour inaugurer un monument commémorant la fraternisation pendant la Première Guerre mondiale. La veille, Manuel Valls répond par un OK à la proposition de Jean-Pierre Raffarin d'un pacte républicain contre le chômage. Alors, à quoi assiste-t-on vraiment derrière les mots et les images? Est-ce une grande recomposition politique ou bien une décomposition qui vont servir et qui va servir peut-être les intérêts de quelques-uns? L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, on va réécouter à ce sujet Xavier Bertrand. Ici, cette terre du Pas-de-Calais, au moment de la guerre, la Grande Guerre, ils ont su faire preuve de fraternité. Nous, en politique, on n'est peut-être pas obligé de rester dans un climat de guerre civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un juste milieu entre la guerre civile, où on s'oppose, les postures, les jeux de rôle, et puis aussi de devenir tous les mêmes. Mon Dieu, il ne s'agit pas du tout de ça. Ce juste milieu, c'est quoi? C'est que l'homme de droite, gaulliste que je suis, si je parle avec un ministre socialiste pour aider ma région, je ne vais pas devenir socialiste. Et que les élus socialistes qui vont venir parler avec moi, président de région, ils ne vont pas devenir gaullistes. Mais face aux problèmes communs, moi ce qui m'intéresse, ces problèmes, ils ne sont pas de droite, ils ne sont pas de gauche. Ces problèmes, ils sont à régler. Et on en parle avec nos invités ce soir. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Communicant, président de MCBG Conseil. Avec nous également Michel Soudet, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint auprès de l'hebdomadaire Politis. Et nous accompagne ce soir Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste politique, rédacteur en chef et chef du service politique du Figaro. Alors messieurs, il y a le poids de certains mots et l'impact de certaines images, Philippe Gouliot, comme celle de ce matin. Si on s'arrête simplement sur ces images, est-ce que c'est le tableau d'une belle recomposition qui s'esquisse? Voilà pour le symbole. On va peut-être être un peu plus prudent pour l'instant. C'est vrai que à quelques jours des régionales, quelques jours après les régionales, c'est assez amusant de voir Hollande se précipiter dans le Pas-de-Calais pour être à côté de Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand, qui n'est pas encore en fonction, se précipiter pour être à côté de François Hollande. Il y a évidemment une volonté des deux de montrer que voilà, la concorde à laquelle appelle François Hollande peut passer par ce genre d'image. Puis il y a aussi sans doute pas mal d'arrière-pensées de la part de François Hollande et de la part de Xavier Bertrand. On va en parler des arrière-pensées, oui, on va en parler. Importantes. Mais justement, Philippe Moreau-Chevrolet, nous n'avons plus, nous les journalistes notamment, nous n'avons plus que ce mot à la bouche depuis quelques jours, recomposition. Mais qu'est-ce qu'il signifie d'abord ? C'est une volonté stratégique de la part de François Hollande d'essayer de créer un axe qui va de la gauche, si on veut, enfin de ce qu'il en reste, et puis jusqu'aussi loin qu'on peut aller à droite, pour essayer d'être le seul alternative au Front National en 2017. C'est une stratégie qui a remarquablement bien marché pendant les régionales, et qu'il essaie de maintenir jusqu'en 2017, parce que c'est sa stratégie pour être au deuxième tour. On sait que toutes les enquêtes disent que François Hollande, au deuxième tour, il n'existe plus en 2017. Donc c'est sa stratégie, son alternative. Il opère sur un terrain qui est favorable, parce que la droite a explosé littéralement, elle est en miettes aujourd'hui. Sarkozy n'a pas perdu mais il n'a pas gagné non plus. Juppé a fait une déclaration de candidature assez mauvaise dimanche soir qui n'a pas vraiment embrayé comme il l'espérait. Xavier Bertrand s'est retiré de la course, donc on ne sait pas très bien où va aller la droite, on ne sait pas très bien où elle habite. Donc en fait, c'est une volonté stratégique du chef de l'État qui est là parce qu'il est président et qu'au fond il surplombe tout ça, qu'il existe par sa fonction plus que par sa personne, dit Julien Drey, il a raison, sur le terrain d'une droite inexistante. Donc forcément, c'est une recomposition. On peut se demander si François Hollande va réussir son pari, être réélu et rebâtir le Parti socialiste sur une base qui est celle de Manuel Valls, la troisième voie, blairiste, voilà, une troisième voie ni à droite ni à gauche. Mais vous avez dit très justement, François Hollande, en ce moment, il surplombe le paysage politique. Michel Soudet, quel est son objectif là? Surtout ne pas redescendre de l'Olympe, du statut, entre guillemets, de père de la nation, laisser peut-être le Premier ministre, Manuel Valls, surtout à la manœuvre, mais pour l'instant, rester un petit peu perché. Je pense qu'effectivement, il veut rester au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée. On pense aussi à Politis que finalement, il rêve que notre pays soit toujours en guerre en 2017. Ça l'arrangerait tout à fait. Peut-être pas qu'il en rêve, mais la situation. En tous les cas, c'est la situation la plus idéale. C'est sûr, de nombreuses années. Et finalement, il y a un aspect tactique. Il y a un aspect, sauf qui peut, à essayer de récupérer à droite ce qu'il a perdu à gauche. Et il y a aussi un aspect de clarification, parce qu'il n'a pas besoin de forcer beaucoup sa nature pour être bien avec la droite modérée.
François Hollande n'a jamais été particulièrement à gauche. Il n'a jamais, en tous les cas, véritablement fait sien les principes de gauche, que ce soit sur l'égalité, que ce soit la référence aux ruptures. C'était pas du tout sa ligne politique. Il n'a fait que finalement surjouer le rôle lors de la campagne présidentielle, notamment quand il a déclaré « mon ennemi c'est la finance », etc. C'était de la tactique, c'était pour contrecarrer la montée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon. Et on a bien vu par la suite, notamment quand il a lancé le socialisme de l'offre, qui est un oxymore total. Parce qu'on pose en ce moment la question cap à droite ou cap à gauche, Philippe Gouliot, c'est clair, c'est cap à droite, c'est-à-dire vers le centre, et si possible, casser, fracturer encore davantage cette droite déjà pas très bien partie. Oui, certainement, c'est ça sa volonté. En réalité, sa volonté, c'est peut-être d'être le candidat de tous les modérés. Et effectivement, je suis assez d'accord. On ne peut pas le lui reprocher. Non, parce je que suis là, assez d'accord. On dénonce beaucoup de tactiques et de manœuvres. Mais je suis assez d'accord pour dire qu'en fait, il n'a pas un immense effort à faire pour être ce candidat-là. Et qu'au fond, quand il a été élu en 2012, il a été avec des déclarations assez fortes. Mon ennemi, c'est la finance, comme on vient de rappeler tout ça. Mais que finalement, sa majorité n'est pas la majorité dont il aurait peut-être eu envie. Il a été élu avec une majorité plurielle pour faire une politique finalement social-démocrate, voire parfois social-libérale. Et donc là, il y a un hiatus, et peut-être qu'il est en train de se dire qu'il a une capacité, une opportunité de réduire ce hiatus-là. Mais attendez, là, messieurs, et ceux qui nous regardent, peut-être qui se font la remarque, Philippe Moreau-Chevrolet, là, on ne parle que de personnes. On parle que de personnalités. Quand on s'entend, déjà à 2, à 3 ou à plusieurs, on s'entend sur un programme, on s'entend sur des propositions. Quelle est la feuille de route aujourd'hui? C'est en ça qu'il y a une confusion idéologique en ce moment, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les positions des uns ou des autres. On sait que Macron cristallise une évolution possible du Parti socialiste vers une ligne sociale libérale souriante, on va dire à la Tony Blair. On sait que Valls va incarner une ligne plutôt sociale autoritaire si on veut, quelque chose d'assez indéfini en réalité sur le reste, mais il est autoritaire en tout cas. On ne sait pas très bien ce que veut François Hollande là-dedans. En fait, il n'y a pas de ligne directrice. Comme la droite n'a pas non plus de programme et qu'elle hésite entre, en gros, on va aller vers le centre ou on va aller vers la droite dure, que électoralement, il semblerait que la droite dure, à la Wauquiez, à la Sarkozy, soit la plus payante, on est dans une tension qui n'est pas résolue. C'est difficile de s'accorder sur quelque chose. On s'accorde sur de la fraternité. Voilà, on s'accorde sur une image. On se serre la main. Mais au fond, on s'accorde sur du vide. C'est pas du tout c'est pas du tout ce que les Français ont envoyé comme message, à la fois au premier tour et au second tour. Si on se met d'accord, très bien, ils sont pour ces gouvernements de coalition dont on entend souvent parler et qu'on teste dans les sondages, mais ils sont pour un programme précis, des propositions communes. On les voit pas. Pas uniquement. Je pense que si le fait marquant du scrutin, c'était quand même que la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés au premier tour, c'est bien parce qu'ils sont en attente de politiques qui donnent des résultats, et ces résultats, ils sont demandés essentiellement sur le plan social. Or, la réponse, elle n'est pas sur le plan social. Quand Manuel Valls appelle à s'unir autour de la République. C'est une République sur la sécurité, l'ordre, mais il oublie toute la dimension révolutionnaire que pouvait avoir la République, et notamment la dimension sociale, où là, on entend même des ministres dire qu'il n'est pas question d'interpréter le vote en faveur du Front National comme un échec de la politique sociale ou le fait qu'il y aurait trop de chômeurs. Alors que quand on regarde la géographie des votes, on voit bien que les électeurs qui votent pour le Front National, et c'est la dimension sociale aussi de ce vote, c'est ceux qui sont dans des petits villages, qui sont loin des métropoles. Or, gauche et droite, enfin PS et droite s'entendent pour une France de la compétitivité et des métropoles. Donc c'est pas eux qui vont pouvoir répondre. Donc Philippe Gouliot, on brandit le gouvernement, l'exécutif brandit d'ailleurs à chaque discours, à chaque prise de parole la République comme un étendard. C'est un très bel étendard, mais derrière justement on ne répond pas, on l'a souvent dit, ce mot, l'urgence sociale, l'urgence économique. Oui, enfin là, justement, il y a un petit début bien tardif de commencement d'esquisse, d'ébauche de réponse avec ce pacte pour l'emploi dont on ne sait pas très bien ce qu'il y aura à l'intérieur, mais il y a quand même une volonté d'associer les régions par-delà les divisions politiques. Bon, le fait est que on peut penser malgré tout qu'entre certains leaders de la droite modérée et du centre et l'aile droite du PS, on voit assez bien autour de quoi ils pourraient se mettre d'accord malgré tout, notamment sur l'Europe.
Et au fond, il pourrait y avoir cette clarification. Sauf qu'il est très tard pour la faire, cette clarification. Oui, on est à 16 mois de la présidentielle. On est à 16 mois de la présidentielle. C'est pas possible de la faire avant, à mon avis. Et après la présidentielle, ça dépendra beaucoup du résultat, évidemment. Si c'est la droite qui gagne, si c'est Alain Juppé peut-être qui tentera ça, si c'est Nicolas Sarkozy, bien évidemment, il ne le tentera pas. Si c'est François Fillon, je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Si c'est Bruno Le Maire, il ne le fera pas non plus. Si c'est François Hollande, il sera peut-être tenté de le faire s'il n'a pas de majorité. Mais enfin, tout ça, c'est quand même... Il y a énormément de si, et pour l'instant, on n'en voit pas. Est-ce que Philippe Moreau-Chevrolet, la droite ne s'est pas laissée, enfin, une partie de la droite ne s'est pas laissée piéger avec la stratégie de l'entre-deux tours, finalement? Et puis... Non, peut-être pas la stratégie de Nicolas Sarkozy, mais tout simplement, François Hollande a à mettre en place un plan dont on dit qu'il est diabolique, tout simplement. Il a saisi une opportunité historique entre les deux tours. Vous n'êtes pas d'accord, Philippe Bouliou? Non, je pense aussi que chez certains à droite, mais ça, l'avenir le dira peut-être, il y avait aussi ces arrière-pensées dont je parlais tout à l'heure, qui étaient de se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Oui, il y a ça, notamment du côté d'Alain Juppé, où on a surjoué l'Union nationale. Et même de Xavier Bertrand. Et même de Xavier Bertrand, bien sûr. En fait, il y a beaucoup qui vont enterrer Nicolas Sarkozy et passer à autre chose. Voilà. Donc, il risque de se produire la même chose qui se produit dans beaucoup de régimes quand le candidat n'est plus souhaité, etc. On va le laisser perdre, on va tout organiser pour qu'il perde, comme Ségolène Royal en 2007. On va tout faire pour que le candidat perde. Essayer de reconstruire pour reconstruire derrière, quitte à perdre 5 ans dans l'opposition. Ça, c'est ce qui menace la droite, c'est ses propres divisions. En fait, elle peut s'effondrer d'elle-même. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de champion clair. Et ça, tant que ça durera, ce sera un vrai handicap. C'est le principe des primaires. Mais c'est pas laisser piéger au sens... L'attitude de Nicolas Sarkozy, le nini, c'était pas la meilleure stratégie, mais c'était la seule stratégie pour la droite. Sinon, effectivement, il n'y a plus qu'à donner les clés des Républicains à François Hollande et partir en vacances, parce que c'est fini, quoi. Mais c'est compliqué à comprendre, mais il n'y a que ça, quand même, comme stratégie pour exister. Mais on voit beaucoup, là, de une, notamment d'hebdomadaire, Michel Soudet, avec Nicolas Sarkozy, le grand perdant, presque la page est tournée. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que certains, entre guillemets, ne l'enterrent pas politiquement trop vite? Si on parle des hommes, effectivement, il est relativement... Enfin, oui, c'est un perdant de l'élection régionale. Maintenant, on n'oublie pas que ces élections régionales avaient quand même pour objet d'élire des assemblées qui vont être amenées à diriger des vastes territoires, et que là, le grand perdant, c'est le Parti socialiste et le bloc de gauche dans son ensemble. Puisque quand on fait le total en poids démographique ou en poids économique, on a d'un côté 43 millions d'habitants qui vont être dirigés par la droite et 20 millions par des socialistes. Les chiffres sont têtus. Et voilà, et c'est encore plus, le déséquilibre est encore plus important en termes de PIB. Mais alors, introspection de la gauche à présent, Philippe Goulot. Qui a intérêt aujourd'hui à gauche à se lancer dans une campagne chez les Verts ou au Front de gauche? D'abord, qui a vraiment encore les moyens, à la fois financiers et politiques? Et qui pourrait le faire alors qu'on voit bien que Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis et François Hollande, eh bien, ils dénoncent, en tout cas, ils montrent ce risque d'un 21 avril 2017. Un 21 avril bis. C'est vrai que ça va être très difficile pour tous les candidats à la candidature contre François Hollande. D'une certaine manière, il a quand même en partie plié le match. En partie parce qu'il reste Jean-Luc Mélenchon qui a son petit capital de voix. On l'a vu dans les sondages, il est autour de 10,5, 11%. Voilà, il a son petit capital. Mais il y a effectivement un énorme problème chez les Verts. Les Verts se sont divisés, se sont atomisés. Ils ont fait un score vraiment catastrophique avec des stratégies auxquelles on ne comprenait rien, puisque c'était des stratégies à la carte. Vraiment, on n'y comprenait rien. Et puis, ils n'ont plus l'argent. Il y a quand même aussi le nerf de la guerre qui est très important au moment de partir en campagne. Ils n'ont plus d'argent, ils ont perdu énormément d'élus régionaux, énormément, j'ai plus les chiffres en tête, j'ai pas la mémoire des chiffres. Ils sont passés de 265 à une soixantaine. 60, je crois que c'est ça. Ils ont perdu le Parti 200. communiste en a perdu énormément. Ah, c'est une hémorragie. C'est une hémorragie. Comment? Une centaine. Voilà. Une centaine. Donc tout ça, ça fait malgré tout des ressources en moins. Parce que ce sont des gens qui cotisent, qui ont des. On entend parler, et Jean-Christophe Cambadélis n'arrête pas de le dire, de gauche plurielle. C'est quoi cette gauche plurielle? Ça nous rappelle la nouvelle gauche, mais c'est quoi? C'est une déclinaison encore de Non, c'est une volonté de rassembler ce qui reste de la gauche de la gauche reste-t-il? et de la ramener vers soi. Il reste quelques écologistes, il reste tous ceux qui pourrait être susceptible de se présenter contre François Hollande. Philippe Moreau-Chevrolet, expliquez-moi, cette gauche de la gauche, elle demande, elle n'arrête pas de demander une inflexion, et elle l'a fait au lendemain du second tour. Oui, mais attendez, elle pèse quoi dans le pays, la gauche de la gauche?
Je suis désolé, mais elle a complètement disparu du paysage politique. Il reste rien. Et quand les frondeurs apparaissent en politique, ils se replient aussitôt. Je veux dire, ils ont même pas. Hollande n'a même pas besoin de faire charger la brigade. Ils sont déjà en train de se replier. C'est la retraite de Russie. Donc c'est incroyable. Il n'y a plus de gauche de la gauche dans ce pays. Politiquement, ils sont complètement disparus. Donc Hollande, il en tire la leçon. Il va vers le centre. Après tout, c'est un pari risqué parce qu'il peut historiquement perdre. En plus, il a plus de troupes. Il a perdu des troupes au municipal, au départemental, au régional. C'est de l'argent, c'est des cadres, etc. Qui va faire campagne, on ne sait pas. Et du moral aussi. Et du moral, mais il tente ce pari-là de se dire, bah voilà, c'est plié à la gauche de la gauche, je peux gagner mon pari, j'ai plus besoin d'eux, donc je vais dire gauche plurielle pour faire plaisir, pour que ça se calme, et puis je vais aller vers la droite. On parle d'alliance populaire maintenant. Oui. Je partage pas. Je partage pas le constat sur le fait que la gauche de gauche aurait disparu dans ce pays. Électoralement. Électoralement, elle a fait des mauvais résultats. Elle est divisée. Elle fait part dans tous les sens. Elle est minée par un individualisme qui va jusqu'au niveau local. Mais il reste néanmoins des forces propulsives qui sont tous les gens qui se mobilisent dans ce pays, qui sont capables d'être nombreux dans des manifestations qui peuvent être festives, qui n'ont plus forcément envie de la politique telle qu'elle se fait actuellement. Maintenant, la gauche plurielle, c'est une régression totale. C'est une formule qui a existé entre 1997 et 2001. On a vu comment ça avait fini. Que Cécile Duflot soit tentée d'y retourner, c'est assez incompréhensible. Alors que même que le Parti socialiste, lui, est en train de faire un congrès à chaud. Quand on écoute ce qu'a dit Cambadélis lors d'une déclaration à la presse mardi après-midi, c'est absolument stupéfiant. Il dit la rupture, il appelle les socialistes à la rupture avec le parti qui a été construit à Épinay. Rupture avec la stratégie qui était celle de l'union de la gauche. Donc on ne peut pas parler d'un côté de gauche plurielle et de rupture avec la stratégie qui était celle d'Épinay d'union de la gauche. Il y a quelque chose de contradictoire. Rupture avec les méthodes, l'organisation, la structuration. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un parti boogie-boulga comme il en existe dans d'autres pays européens, ce que sont devenus les partis sociaux-démocrates, de purs partis démocrates qui ont oublié le social, qui se sont convertis au libéralisme économique et qui essayent des fois même d'être plus libéraux que les libéraux. Et là-dessus, on ne peut pas faire forcément, il y a un rejet qui va se manifester. C'est le cas, Philippe Gouliot. Et puis je voudrais vous interroger sur ce grand écart, parce qu'on a parlé de la gauche et du centre. Cette recherche d'alliance, de coalition, est-ce que ça peut finir pour François Hollande par un grand écart, un écartèlement? Il en perd sa boussole. Oh, tout est possible, là, vraiment. Je crois que d'ici 2017, vraiment, on peut assister à tout. Notamment à ce grand écart, à ce claquage de muscles, oui. Et puis, dans les arrière-pensées, il y a aussi celle de François Hollande. C'est évidemment diviser la droite, affaiblir la gauche de la gauche et contraindre les éventuels candidats à ne pas l'être pour être le seul et s'imposer. Puis il y a aussi Valls qui peut avoir une stratégie différente et lui se dire, après tout, on perd en 2017 et on reconstruit. Donc ça peut être deux stratégies différentes. Donc oui, tout est possible et ce grand écart est possible. Mais il y a aussi une chose qui me frappe, c'est que dans ces recompositions, quelque chose qu'on oublie généralement et qui pourtant est une donnée qui me semble importante, c'est que pour faire ces recompositions, il faut passer par-dessus des solidarités de partis. Au fond, dans beaucoup de partis, on est ensemble parce qu'on a l'habitude de militer, on se connaît, on a des copains, des camarades, des compagnons, on disait... Parce qu'on fait carrière aussi. Parce qu'on fait carrière et on fait carrière avec ces gens-là. On reste ensemble à cause des gosses, quoi, un peu. Et c'est difficile de sortir de ça. Donc attention à gommer tout cela quand on veut effacer les frontières entre les partis. Mais on est loin d'effacer on en les est frontières. très loin. Philippe Moreau-Chevrolet. Et maintenant, pour la droite, on a beaucoup reproché à ce parti un manque de programme, et tout simplement parce qu'il y a des primaires. Est-ce que le véritable problème de la droite aujourd'hui, c'est son manque de corpus idéologique? C'est ça ce qui va manquer là d'ici 2016? Il y a un manque de pouvoir répondre à François Hollande. C'est-à-dire, il y a un manque sur quoi on s'oppose. On ne peut pas s'opposer sur la politique de sécurité à droite. Ils ne peuvent pas s'opposer non plus sur la politique économique. Enfin, je veux dire, sur quoi? Il n'y a pas tellement de prise. Il y a des anicroches comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'opposition de fond. Donc en fait, comme il y a un accord quand même, François Hollande a construit une politique en réalité totalement centriste, une politique bayrouiste. Il n'a pas besoin de Bayrou pour faire du Bayrou. Sans Bayrou. Il n'a pas besoin de Bayrou pour faire une politique bayrouiste. Il n'y a plus vraiment de prise. Donc le seul qui trouve moyen de s'accrocher, c'est Sarkozy, parce qu'il attaque à fond, il va très à droite, et il existe. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment des accords de fond, donc c'est difficile. Il faut construire sur une base de différenciation avec Hollande, alors qu'Hollande fait tout pour pas se différencier. Il va même jusqu'à voir Xavier Bertrand, qui est le vainqueur des régionales, le vainqueur moral, pour aller faire une photo avec lui. Et Xavier Bertrand court dans ses bras, donc Xavier Bertrand joue contre son camp.
temporairement certes. Raffarin fait pareil. Alors, Raffarin va à la soupe, je ne sais pas ce que cherche Raffarin, mais Raffarin fait la politique de Hollande, fait la campagne en tout cas. Je viens vous tendre la main, Monsieur le Président. C'est un leader de droite. Au moins, Raffarin, je dirais qu'il a le privilège de l'ancienneté à dire ça, parce que c'est une constance chez lui. Il a ce positionnement. Oui, c'est très étrange quand même. C'est très étrange. On est un lendemain de quasi-défaite électorale. C'est bizarre quand même. Bien sûr, mais il y a une cohérence. Pour conclure, il a été le seul, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, au lendemain de l'élection, à dire qu'il était qu'il était contre le nini. Ça ressemble à une offre de service quand même. Michel Saudet, pour conclure, je vous pose la question à tous les trois en guise de conclusion. Vers quelle affiche ou vers quel scrutin on s'oriente pour 2007 ? On lit et on entend souvent que c'est un scrutin par défaut, qui n'enthousiasme pas les Français de voir, on va voir quelle sera l'affiche, entre guillemets, mais de ne pas revoir les mêmes candidats. Est-ce qu'il y a ce risque-là qui est très important pour le pays ? Là, il ne s'agit pas de réenchanter du tout la politique et le rapport à la politique, c'est tout simplement qu'il y a une véritable, parfois même on emploie le mot dégoût par rapport à ça. Il y a effectivement par défaut. Par exemple, on parlait de comment Hollande essaye de reconquérir ou de ramener à soi les électeurs de gauche. Son seul atout, c'est le Front National. Donc, c'est pas par adhésion, c'est par peur. Et ça montre... là, ça montre véritablement qu'on est dans une crise aussi profondément institutionnelle. Les institutions sont dépassées. Il serait temps de tout repenser parce que, les électeurs ne s'y retrouvent pas. 2, la recomposition politique qui devrait se faire parce que ça serait une clarification finalement, que la gauche soit passée à droite et qu'elle se gouverne avec la droite, ça serait une clarification. Ce n'est pas possible dans les institutions actuelles, il faut attendre peut-être le lendemain de la présidentielle. Donc toutes les institutions sont à repenser et finalement ce qui est à repenser, c'est comment on voit notre avenir, comment on imagine notre avenir. Et nous sommes à 16 mois de la présidentielle. Et dans un régime parlementaire, la droite classique pourrait absorber l'extrême droite. C'est ce qui s'est passé en Autriche, en Italie. Ça ne provoquerait pas un drame d'avoir des ministres de Front National au gouvernement. Et ça permettrait de passer ce cap-là. Comme on est bloqué par la présidentielle, on a bloc contre bloc contre bloc. Et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Voilà, recomposition, décomposition. Le Front National est trop fort. L'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, messieurs. Oui. Restez avec nous. La suite de votre émission. Et c'est l'heure, comme tous les jeudis soirs, de croquer cette actualité intense dont on vient de parler avec Hervé Baudry. Une semaine intense sur le plan politique notamment qui vous a beaucoup inspiré, Hervé. Eh bien oui, ma chère Sonia, bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir messieurs et les têtes que je reconnais sur le plateau. On termine cette année puisque c'est la dernière chronique de l'année avant les vacances. On se retrouvera l'année prochaine, rassurez-vous. Oui. Et on termine déjà, cette semaine il y a déjà eu donc 1 et 2 et rien du tout, parce qu'en fait, il y a, au niveau des régions, le Front National n'a rien gagné, on est bien d'accord. Donc c'est à croire que les Français ne sont pas tous allés à la pêche. Et donc, voilà, il y a un chien qui s'est fait rappeler à l'ordre, le chien participation, qui s'est laissé aller un petit peu. Délaissant donc la soirée électorale et ses calculs de voix, Nicolas Sarkozy a préféré aller au Parc des Princes, ça s'est su cette semaine, écouter lui plutôt les voix de supporters du PSG. Mais je pense que ça l'a inspiré, puisque sans doute il a une nouvelle stratégie footballistique. Il a décidé donc de revoir l'organigramme des Républicains. Et dorénavant, je crois qu'ils vont jouer en 4-4-2. C'est il y en a qui vont rester sur le banc, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a qui vont rester. Il y en a une qui est déjà sortie. Oui. Justement, NKM sort du jeu. Elle est sortie du jeu au profit de Wauquiez et ça tombe bien. Moi, j'ai peut-être un plan B pour Nathalie. Nathalie, si tu m'écoutes, donc Julien Lepers vient de quitter Question pour un champion. Et donc, je pense que déjà au début, tu pourrais aller sur cette émission-là. Je crois qu'elle a d'autres projets. Oui, je crois aussi. Christian Estrosi a donc battu Marion Maréchal Le Pen en région PACA, grâce notamment, on l'a dit, aux voix de la gauche. Et depuis, dans le sud, c'est peut-être le réchauffement climatique, il y a la Sierra Maestra qui pousse autour de Nice, la promenade des Anglais qui ressemble au Malécon de la Havane, et le discours de Christian Estrosi qui se transforme. Et on le voit là, plus on va à droite et plus on fait monter le FN. Donc c'est le Estrosi nouveau qui est arrivé en région PACA. On continue les résultats des régionales, donc ébranler les partis. Et face au chômage, on parle maintenant de pacte républicain. Oui. Vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui, hier. Et l'idée d'un plan d'action en commun pour l'emploi proposé par Jean-Pierre Raffarin a reçu l'accord de Manuel Valls. Et donc, c'est un petit clin d'œil à Gérard Longuet sur le poil dans la main. Pas de poil dans la main. Et là, apparemment, il n'y a pas de poil entre eux qui les séparent, en tout cas.
Je ne vous parlerai pas de Star Wars ce soir, parce que d'abord, mon sable laser, il a plus de batterie tellement il s'est agité ces jours-ci. Mais je vais vous parler des sabres pas laser du tout. Ce sont en fait les sabres de l'Arabie Saoudite qui, avec une coalition des pays musulmans, ont décidé de partir en guerre contre Daesh. Et quand on voit que l'un et l'autre manient facilement le sabre, ça promet. Et que les deux ont du sang sur leur sabre respectif. Exactement. Et on termine donc, ça y est, on a retrouvé François Hollande. Absent des médias pendant les régionales, on l'a vu aujourd'hui, vous en avez parlé, mais on l'avait vu aussi récemment dans la cour de l'Élysée ces jours-ci, passer de la feuille de la COP21 au sapin. Il reste donc très près de la nature, mais notre système politique actuel ne sent-il pas lui aussi le sapin? Mais quelle belle conclusion, quelle grande question, c'est un sujet de débat. Tiens, ça m'inspire. Pour conclure, Hervé Baudry, je vais présenter à nos téléspectateurs une bonne idée de cadeau pour revoir toute l'actualité d'année. Vous reconnaissez votre livre? Oui, pour votre anniversaire. Oui, merci, merci. C'est bien ça, je l'ai reçu, merci. Alors, racontez-nous, Hervé, c'est l'actualité vue du ciel, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est des histoires drones. C'est-à-dire que j'ai l'habitude toujours de dessiner l'actualité de face et puis les politiques de profil. Et puis là, le dessin, c'est la liberté. Donc, j'ai voulu prendre de la hauteur et dessiner en tout cas dessiner l'actualité de haut, loin des bruits, tel un drone, puisqu'en fait j'ai été touché moi aussi par la drone attitude. On a beaucoup parlé des drones en début d'année, et puis je me suis dit on va essayer de voir l'actualité autrement. Et donc l'exercice était assez pas facile à chaque fois, puisqu'en fait il y a des dessins qui ont déjà été publiés que j'ai retravaillés autrement. Du haut, et puis peut-être qu'on commente celui-ci. Attendez, je vais le montrer, vous allez nous le commenter. Regardez, Hervé. Ah oui, alors celui-ci, c'est Christine Boutin qui m'a répondu sur Twitter. Elle a beaucoup d'humour. Vous conversez avec Christine sur Twitter, oui. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est loin. Elle avait aimé le dessin, qu'elle avait beaucoup ri. Tout arrive. Peut-être que vous allez lui offrir, alors. Je sais pas, on va Merci, voir. Un petit détail, je peux rajouter. C'est une maison d'édition toute jeune, qui donc est une maison d'édition 2.0. Et si on peut la citer, puisqu'en fait, on ne peut pas trouver forcément ce livre partout en France, c'est sur Internet qu'on peut commander, se faire livrer les dessins. Donc ce sont les éditions du Carrefour avec un K, parce qu'il n'édite que des K, paraît-il. Tout est dit. Merci Hervé Baudry. Merci à vous. Il est 23h passé. On retrouve Paul Bouffard pour les principales informations de la soirée. L'INSEE confirme ce soir l'impact des attentats de novembre sur la croissance française, plus 0,2 au lieu des 0,4% prévus au 4e trimestre. En revanche, le climat des affaires devrait retrouver quelques couleurs dans les mois à venir. Mounir Soussi. Une éclaircie en vue sur le front de l'emploi pour François Hollande. L'INSEE prévoit la création de 73 000 emplois au premier semestre 2016, un rebond qui fixerait le taux de chômage à 10%. Principale raison de cette amélioration, les résultats du pacte de responsabilité qui ont stimulé l'activité. Mais l'Institut prévient, ces effets devraient progressivement s'estomper au fil de l'année, car la montée en charge du crédit d'impôt compétitivité emploi sera terminée. Sur le plan politique, ces prévisions sont une bonne nouvelle pour François Hollande, qui attache une éventuelle candidature à un second mandat à une baisse du chômage significative. Pour renforcer cette tendance, le gouvernement a annoncé au lendemain des régionales un nouveau plan pour l'emploi, avec en ligne de mire des mesures pour la formation des chômeurs et la promotion de l'apprentissage. La directrice générale du FMI renvoyée devant la Cour de justice de la République, Christine Lagarde, sera jugée pour négligence dans l'arbitrage tapis. L'ancienne ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy a décidé de former un recours en cassation. Les explications avec Cécile Sixou. Un second mandat au FMI en juillet prochain. Elle s'était dite candidate, mais Christine Lagarde, rattrapée par l'affaire du Crédit Lyonnais en France, pourrait bien revoir ses ambitions. La présidente du FMI pourrait être renvoyée devant la Cour de justice de la République. Cette instance, composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats, a décidé de la juger pour son rôle joué dans l'arbitrage de l'affaire Tapie. En 2008, l'homme d'affaires avait récupéré 285 millions d'euros aux frais du contribuable après une décision favorable dans le litige qui l'opposait au Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas. Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, avait selon la Cour de justice fait preuve de négligence en autorisant la procédure d'arbitrage. La directrice générale du Fonds monétaire va se pourvoir en cassation, de quoi laisser patienter le conseil d'administration du FMI qui lui a renouvelé sa confiance.
Et on en parlait tout à l'heure, le sommet européen à Bruxelles. Les 28 sont réunis pour faire face au défi de la crise migratoire. Il y a aussi un autre dossier sur la table, ce fameux Brexit, le risque de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. David Cameron défend en ce moment même ses positions. On retrouve Nora Hamadi, notre envoyée spéciale sur place. David Cameron a présenté ses revendications pour la première fois à ses 27 homologues et partenaires européens pendant ce dîner. Il est arrivé martial au Conseil européen, disant qu'il allait garantir les intérêts des Britanniques s'il le fallait jusqu'au bout de la nuit. Donald Tusk, président polonais du Conseil européen, lui a rétorqué: cette réunion durera jusqu'à minuit. Inutile de vous dire que l'ambiance est clairement musclée et que la discussion risque d'être assez franche. Pour la première fois, il va présenter ses revendications dans le cadre du référendum britannique sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Certaines sont inentendables pour ses partenaires, notamment celles qui remettent en cause le principe d'égalité et de non-discrimination des ressortissants européens qui vivent sur le territoire britannique. Autant dire que ce soir, rien ne sortira de cette discussion et que, bien entendu, seul un agenda pourra être décidé. Peut-être pourrons-nous imaginer des solutions à ce référendum et aux revendications de David Cameron lors du prochain sommet européen prévu en février. La question des frontières est au cœur de ce sommet de Bruxelles. Depuis les attentats de Paris, le contrôle a été renforcé. Reportage à la frontière franco-belge sur un des 230 points de contrôle. À Requem, les forces de l'ordre sont sous pression. Flora Sauvage. 620 km de frontières séparent la France de la Belgique. Depuis les attentats du 13 novembre, les contrôles sont rétablis. Pourtant, une fois la COP21 terminée, le dispositif a été allégé. Jusqu'à la semaine dernière, on faisait encore les contrôles des deux côtés. On a un peu allégé les contrôles et surtout le but étant de contrôler l'entrée en France. Ici, à l'ancien poste de contrôle de Requem, dont les bâtiments ont été détruits il y a 1 an et demi, militaires et police aux frontières tentent de repérer les véhicules suspects. On cible effectivement les plus grands axes. C'est l'A22 et l'A2, c'est les liaisons Bruxelles-Lille et Bruxelles-Paris. C'est par là d'ailleurs que sont passés une partie de ceux qui sont venus en France. Commettre des attentats. Nous avons aussi les deux gares internationales, où on a eu des problèmes. Donc il y a une surveillance sur le Thalys, il y a des trains qui ont fait l'objet d'attaques, donc c'est les points les plus sensibles. Les coffres de voitures sont inspectés et les identités relevées. Roméo, Alpha, Roméo, le prénom Argentino. Pour savoir si la personne n'est pas recherchée ou ne fait pas l'objet d'une fiche. Malgré les ralentissements liés au rétablissement des contrôles à la frontière, les personnes ciblées semblent plutôt coopératives. Patrick habite à Maubeuge. Il rentre de Belgique. Cette frontière-là, c'est la première fois qu'on repasse depuis les contrôles. Mais sinon, j'habite à la frontière belge, à côté de Maubeuge. Donc non, ça ne me dérange pas, au contraire. Avec 230 points de passage entre la France et la Belgique et seulement 15 points de contrôle, la frontière franco-belge est bien difficile à quadriller, même si des contrôles aléatoires sont effectués sur les routes secondaires. Démission de Claude Bartonen. Il aura fait campagne au régional, mais il ne siégera pas. Après sa défaite, le socialiste abandonne son mandat de conseiller régional dans la nouvelle Assemblée. Autre conséquence de la menace terroriste, à Paris et à Lille, les voyageurs du Thalys seront contrôlés et leurs bagages passés au rayon X en gare. Le dispositif avec ses portiques de sécurité, encore en expérimentation, débutera ce week-end. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. La revue de presse et on découvre ensemble vos unes des quotidiens de demain. On va commencer, Paul, avec Ouest France. Le quotidien qui met en une l'arrivée du paquet de tabac neutre. Une arrivée en mai chez les buralistes. Tous, ils auront tous la même couleur et la même typographie. C'est confirmé par Ouest France. Et puis, cette information toujours en une du journal, LCI passe en gratuit. La chaîne d'information filiale du groupe TF1 a reçu le feu vert du CSA pour s'installer sur la TNT gratuite. Selon Ouest France, BFM TV, autre canal d'information prévoit de contester cette arrivée. Voilà, et on souhaite bonne chance à nos confrères et consoeurs d'LCI. On va passer à présent à La Croix. Oui, les bonnes idées des associations. Le journal propose un éclairage sur ces associations qui, selon le quotidien, jouent un rôle de laboratoire d'idées dans de nombreux domaines, imaginant, testant des dispositifs qui sont, comme l'indique La Croix, souvent repris par les pouvoirs publics. Bref, c'est le pouvoir de l'imagination, note l'éditorialiste Florence Couret. On finit avec un
hebdomadaire qu'on apprécie beaucoup ici, c'est le 1. Le 1, exactement, un hors-série pour le journal. Paris sera toujours Paris. Ce titre qui nous rappelle que la capitale a été frappée par 2 fois cette année par des attentats terroristes. Le 1 rend un bel hommage à cette ville et à ses habitants. Joie de vivre, fourmillement, diversité, son esprit si particulier, souligne l'hebdo. À lire un entretien avec Philippe Meyer. L'esprit de Paris est dans la tête des étrangers, dit-il, synonyme de liberté. La capitale fascine, précise le chroniqueur. Merci beaucoup, Paul. C'est l'heure de l'entretien et vous allez le voir, un entretien ce soir résolument tourné vers l'avenir. Mon invité ce soir a dirigé durant de nombreuses années Microsoft MSN Europe. Il est actuellement directeur général du pure player français Spicy, un site de vidéos mêlant des grands reportages, des sujets d'actualité ou bien parfois des thèmes plus décalés. Mon invité connaît aussi très bien la télévision, le monde de la télévision. Il a été à la tête des programmes de France 5 et de Canal. Alexandre Michelin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de votre regard sur l'actualité, quel est le point commun entre toutes ces fonctions que je viens d'énumérer, Alexandre Michelin? La télévision, Microsoft, le site de vidéo. Est-ce qu'on peut dire que c'est le contenu, toujours le contenu? Vous êtes un créateur, vous les imaginez, ces contenus? Je suis un développeur de contenu, un assembleur de contenu. Quand j'étais à Canal 7, on disait un fleuriste. On faisait des bouquets. Et aujourd'hui, on fait plutôt les DJ en réalité. C'est-à-dire qu'on prend différents éléments et on recrée avec des contenus une expérience pour des consommateurs, que ce soit sur Internet ou à la télévision. Alors, il y a la diversité ou le panel large des responsabilités que vous avez occupées et il y a la richesse, si on peut en parler, de vos origines, élevées, je crois, entre plusieurs pays, Bamako, Mali, Fort-de-France en Martinique, N'Djamena au Tchad, grand-mère hindou, parents antillais, et votre enfance, c'est un vrai voyage, dites-moi. Oui, mais mon père était expat et il travaillait pour la coopération française, donc j'ai eu cette chance de vivre et de naître en Afrique. Mais mes parents sont aussi d'origine antillaise, avec toutes les origines que vous soulignez. Et je suis vraiment un Français 2015. C'est quoi un Français 2015 ? Justement, c'est-à-dire avec toutes ces influences et puis une force incroyable qui s'appelle la langue française, la francophonie, la culture française. Je fais mes études à Paris, à Sciences Po. Et je trouve que, notamment après avoir passé 8 ans dans une multinationale, on se rend compte de l'incroyable force qu'a la France, alors que les Français sont un peu moroses. On l'oublie. On l'oublie. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai vécu d'abord parce que j'ai passé mon enfance à l'étranger. Et ça fait 8 ans à voyager dans le monde entier, on se rend compte que la France a une chance incroyable. Oui, et quand on regarde à l'extérieur, et même en France, avec ce qui s'est passé cette année, à l'extérieur, il y a aussi le Mali dont on vient de parler, ce qui s'est passé à l'hôtel Radisson, l'attentat, il y a aussi la guerre menée contre le terrorisme, contre le groupe État islamique, guerre intérieure et menace intérieure et guerre au Moyen-Orient. Quel est votre regard sur ce qui est appelé à durer aujourd'hui? Moi déjà, le Mali, ça a été un choc. C'est pas le Mali que je connais. Moi, je suis né à Bamako. Quand j'ai vu à la fois l'arrivée des djihadistes au Mali, et c'est un choc un peu émotionnel. J'ai vécu 12 ans en Afrique, au Mali en particulier. Après, je pense que ce sont des forces dans le monde entier qui cherchent un peu à diviser, à créer des fractions. Je pense que notre tâche, et notamment des médias, c'est de faire l'inverse. C'est de montrer ce qui rassemble. C'est ce que j'ai pu faire à la télévision, ce que j'ai fait aussi sur Internet. Et mon regard, c'est qu'effectivement, on doit, par les médias, par la communication, quand j'étais sur France 5, c'était par l'éducation, on doit aider, disons, les consommateurs, mais les téléspectateurs, les citoyens, à trouver des points de repère, à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que dans ce contexte troublé, il y a une mission d'autant plus importante, une mission citoyenne, de pédagogie. Mais absolument. Enfin, c'est pour ça que j'ai été candidat à France Télévisions, c'est pour ça que je suis aujourd'hui directeur général délégué de Spicy. C'est parce qu'il y a une équipe à Spicy qui a exactement les mêmes convictions que moi. Ils sont venus me parler pendant que j'étais en train de faire ma campagne France Télévisions sur la base d'une tribune que j'avais fait où je disais que France Télévisions devait incarner la République. Et parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'il faut avancer pour donner des points de repère, éclairer les téléspectateurs ou les internautes. On va en parler, mais vous venez de dire incarner la République, c'est un mot qu'on entend souvent, on le brandit en ce moment, mais qu'est-ce que vous mettez dans ce mot, dans ce concept, la République? Qu'est-ce que ça représente? C'est la chose commune, c'est la res publica en latin, hein, mais c'est la chose commune, c'est les valeurs qui nous rassemblent, malgré nos différences, qui nous enrichissent. Voilà. Et je pense que quand on voyage, quand on vit dans des contextes multiculturels comme le mien, ou quand j'ai travaillé pendant 8 ans dans une société américaine, qui est Microsoft, on sait exactement ce que c'est que la République américaine, on comprend parfaitement ce que c'est que la République française. C'est un socle de valeurs et puis c'est le vivre ensemble. Voilà, je suis président de la commission Image de la diversité. Ça veut encore dire quelque chose, le vivre ensemble? Souvent, ce concept, il est, pardonnez-moi, mais un peu fourre-tout.
Quand on ne sait pas quoi dire, on dit allez, le vivre ensemble. Non, moi, il suffit d'aller dans une rue de Paris. D'ailleurs, ce que les terroristes ont voulu descendre, c'est se vivre ensemble. C'est cette façon, cette convivialité, voilà, on va dire la convivialité, le plaisir de boire un verre ou de partager une conversation à la terrasse d'un café. C'est ça qui est aussi la France. Donc, je crois qu'il faut le savoir, il faut le vivre, et puis ensuite, il faut le protéger et il faut le développer. Vous avez parlé tout à l'heure d'une mission pédagogique, Alexandre Michelin, justement chez Spicy, ce pure player français. C'est un site de contenu avec des reportages et des vidéos. Il y a beaucoup de grands reportages, notamment une immersion auprès de Daesh. Alors, il y a eu en fait au mois de juin un reportage que l'équipe fondatrice de Spicy, Antoine Robin, Jean-Bernard Schmitt, qui est un grand reporter et qui a aussi été longtemps patron de Capital, une envie de prendre des risques sur un sujet que personne n'avait fait avec cette qualité, c'est passer une semaine dans les brigades Al-Ansar, qui sont des gens qui considèrent que Daesh sont un peu démodérés. C'est pour dire que c'est l'extrême des djihadistes. Et donc il y a un réalisateur français qui s'appelle Farouk Attig, qui a été en immersion de manière assez forte et assez dangereuse, il faut le dire, passer une semaine avec eux. Et ça a donné un document que Spicy a produit en France, 45 minutes, exceptionnel, de l'intérieur. On voit ce que c'est qu'un kamikaze, on voit ce que c'est que la vie de ces gens. Ce document est passé sur Spicy et il est passé aussi à l'étranger, sur la ZDF, en prime time et dans d'autres pays dans le monde. Donc c'est typiquement le genre de choses que Spicy doit faire. C'est ça votre pari, si je puis dire, votre défi, ce sont des contenus de très grande qualité. On peut comparer, peut-être on en parlait là à l'instant dans notre revue de presse, mais ça c'est de la presse papier, avec l'hebdomadaire Le 1, c'est prendre des contenus vraiment de qualité pour Je suis ravi que vous disiez ça, parce que c'est ce que j'ai... la première fois qu'Antoine Robin, qui est le fondateur de Spicy, est venu me voir, il m'a dit il faut parier sur l'intelligence. Et moi, j'ai dit, bah, attends, d'accord, fonçons, on avait déjà travaillé ensemble. Il m'a dit, parions sur l'intelligence, parions sur la qualité. C'est un beau pari. Et le 21 marche, même le 1, vous montriez tout à l'heure la une de Photorino, ça marche. Je trouve que sur Internet, notamment, on dit les gens ne payent pas, mais ils paieront jamais. Non, ils n'ont pas envie de payer pour du low cost. Ils ont raison. Mais sur de la qualité, ils sont prêts à payer. Il y a 70 millions d'abonnés à Netflix dans le monde. Et Netflix fait le choix de la qualité. Nous, on fait le choix de l'exclusivité. On fait des programmes que pour Spicy. Ces programmes pour Spicy passent en France, mais ils sont disponibles dans le monde entier en français. Aujourd'hui, on a des abonnés en Italie, parce qu'ils parlent français et que le site n'est pas géobloqué, et donc ils peuvent voir ces programmes. Maintenant, il n'y a pas que l'investigation sur Spicy, il y a aussi des histoires de personnages. On a un partenariat et on est associé avec une agence qui s'appelle Babel, qui a 5 grands bureaux dans le monde. La semaine dernière, ils nous ont... Vous avez 80 journalistes. Voilà, 80 journalistes, 60, voilà. Plus ceux de Babel, en tout, avec Babel. Et ils ont sorti, par exemple, un reportage sur un punk de Cuba qui est en anticastriste. Il y a des thèmes. Un thème complètement... décalés. C'est des histoires un peu décalées. Et puis, il y a un troisième élément qui est très important pour nous, c'est de raconter des histoires en les décalant, notamment sur la partie, on va dire, art de vivre. On dit lifestyle, mais c'est art de vivre, en fait. Vivre ensemble, art de vivre. Il y a un très beau sujet, par exemple, qui a été fait sur la mode au Botswana. C'est un regard sur les femmes africaines totalement décalé. Alors, je l'ai vu. Bon, bah, je l'ai vu tout à l'heure et vraiment, je le conseille aux téléspectateurs. C'est un bijou. Il y a aussi, Alexandre Michelin, un contenu important que vous allez mettre en ligne à propos des conspirationnistes. Alors, de quoi s'agit-il? On va voir, vous allez nous en parler. On va voir tout à l'heure un extrait. En fait, vous voulez avertir ou dénoncer les thèmes du complot, les thèses du complot? Non, pas du tout. Les conspirationnistes existent. Ils existeront toujours. Ils existeront toujours. Ils existaient avant Internet et ils continueront après. La question, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que les nouveaux médias, qu'est-ce que les réseaux ont apporté comme puissance à ces pratiques qui sont anciennes de rumeurs ou de délire ou parfois de fantaisie. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est extrêmement puissant, mais il faut réussir à le démontrer. Et donc c'est ce qu'on a fait, puisque avec une prof... On passe par le raisonnement, on peut dire par l'absurde, à l'inverse en tous les cas. Oui. Avec une prof qui s'appelle Sophie Mazet, avec un politologue et un spécialiste de ces questions. On a fait vraiment de l'éducation aux médias et on a créé une rumeur et puis on l'a regardée se propager en mesurant les audiences. Et si on regarde, on en parle après. Le virus du sida a été inventé par la CIA dans sa lutte contre Cuba. C'est la vraie raison du blocus économique et sanitaire de l'île depuis 50 ans. Et si Obama accepte aujourd'hui de lever l'embargo, c'est pour récupérer le vaccin que les Cubains ont développé en secret.
Ce film, qui a été vu des milliers de fois sur Internet, c'est un mensonge. Une théorie du complot comme il en existe des milliers sur le web. Sauf que celle-là, c'est nous qui l'avons inventée de toutes pièces. Nous allons vous dire comment. Et surtout, nous allons vous dire pourquoi nous avons fait tout ça. Alors voilà pour la bande-annonce, c'est incroyable. Ce film, ce mensonge, il a été vu des milliers de fois. Des milliers de fois. Et on l'a mesuré. On a pris une agence qui est spécialisée et qui a mesuré la circulation de l'information et qui a mesuré, en termes médiatiques. Et on a pu montrer qu'il y a un certain nombre de sites qui ont la puissance de grands sites de médias et qui diffusent des informations auprès de gens qui sont curieux et puis d'autres qui croient à ces informations, qui ne savent pas les décrypter. Et je me souviens très bien, après le 7 janvier, je crois que c'est Najat Vallaud-Belkacem qui avait dit que la priorité, c'était l'éducation aux médias. Spicy le fait, d'ailleurs, les institutions nous ont contactés en disant « ça nous intéresse » parce qu'on le fait avec une prof, parce qu'on le fait avec un politologue et parce qu'on le fait avec un spécialiste et qu'on le mesure et qu'on démontre en 45 minutes, c'est 8 mois d'enquête, comment ça se passe et ce qui se passe vraiment. Et ce sont des méthodes qui sont connues. Simplement, je crois que c'est la première fois, comme on l'a fait à l'époque avec le djihad, on voit les choses de l'intérieur. C'est un peu la marque de fabrique de Spicy. Alors, il y a ces contenus très forts, il y a les sujets plus décalés dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que pour vous, Alexandre Michelin, l'avenir passe aujourd'hui par ces contenus vidéo à très grande qualité? Est-ce que, vous et moi, est-ce que la télévision et ses contenus, de manière plus générale, est-ce que nous sommes concurrents? Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de... La preuve, le programme sur le djihad ou celui qu'on a fait sur le Captagon, qui est aussi un grand programme, sont passés sur toutes les chaînes de télé du monde. Il y a des fois où on est en avance, on a une liberté plus grande. Souvent. Voilà, parce qu'on prend la décision très très vite. Et souvent parce que les décideurs de télévision, parfois, ne veulent pas prendre le risque. Le Captagon a été refusé par toutes les chaînes de télé en France, le 52 minutes sur le Captagon. Puis ensuite, il a été proposé sur les marchés internationaux parce qu'on a une agence qui distribue nos programmes. Il a été accepté, je crois, par 17 chaînes dans le monde. C'est pour ça qu'on a pu le faire. Aujourd'hui, malheureusement, après les attentats du 13 novembre, la question du Captagon est remontée. Il y a un certain nombre de grandes chaînes en France qui sont venues nous acheter des images. Donc on a été plus vite et on a été plus loin et de manière plus forte que toutes les chaînes traditionnelles. À côté de ça, quand il y aura des grandes coproductions, on ne refuse pas l'idée de faire des coproductions. Évidemment. Alors, puisqu'on parle du monde de la télévision, vous avez présidé autrefois une commission qui s'intitule toujours Image de la diversité. Et par diversité, je crois que vous préférez le mot diversification. C'est bien cela? Oui. Est-ce qu'il faut entendre toutes les diversités, y compris et peut-être surtout, il faut insister, la diversité sociale qu'il faut mettre en avant à la télévision aujourd'hui? Je pense que effectivement, c'est la même logique. En réalité, on est dans un monde... disons, il y a trop de cooptation. Moi, ce qui me choque quand je vois qu'un des plus grands banquiers français travaille pour une société suisse qui s'appelle Tidjane Thiam, qui est ancien, qui est un polytechnicien, qui est major de Polytechnique, je trouve ça formidable pour la France que Tidjane Thiam soit président du Crédit Suisse. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit pas aussi président, qu'il n'ait jamais été président d'une banque française. Ça, c'est surprenant, parce que c'est ça la méritocratie, et c'est ce renouvellement des visages, cette transformation que les gens, au fond, attendent. Et c'est effectivement... On l'attend encore, il est encore en panne, c'est grippé, la machine est toujours grippée en France? On l'entend depuis... Alors moi, oui, alors c'est vrai. Moi, j'ai travaillé dans une société multinationale. Quand on voit que le président de Microsoft est d'origine indienne, que le président de Google est aussi quelqu'un d'origine indienne, on se dit, c'est marrant, dans le CAC 40, il n'y a pas un patron qui soit, disons, d'origine indienne, par exemple. On se rend compte qu'effectivement, disons, dans notre establishment, dans nos pratiques, dans notre système de cooptation, finalement, on privilégie toujours les mêmes. Et deuxième chose dont on se rend compte, ça ne circule pas assez. C'est-à-dire que je discutais avec le patron de la télévision danoise, le patron de la fiction, celui qui a réinventé la fiction. Il a été patron de la fiction au Danemark pendant 3 ans, non 5 ans. On ne peut pas être plus longtemps. C'est un mandat, pas 2. Donc, pas de cumul, circulation, renouvellement et effectivement, ouverture, parité. À un moment donné, tous ces éléments font que, naturellement, il y a un renouvellement. Effectivement, nous, on peut être présentateurs pendant 20 ans à la télévision en France. Est-ce que la télévision a une grosse responsabilité dans l'image qu'elle donne de notre société? Ça, il faut le rappeler, toujours. Les sujets, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la guerre, il y a la politique. On parle souvent de confusion. Est-ce qu'il faut faire attention sur ce sujet de plus en plus compliqué, dans une période trouble? La responsabilité dans tous les médias, le vôtre, le nôtre, etc., est encore plus importante en ce moment? Elle est encore plus importante en ce moment parce qu'il y a une révolution des médias. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a des usages qui sont en bouleversement. Vous avez l'information directement.
Souvenez-vous, le 11 septembre 2001, tout le monde a regardé la télé. Le 13 novembre ou le 7 janvier, tout le monde était sur son téléphone mobile et on a aussi beaucoup regardé la télé. On regardait les deux en même temps. Moi, le 7 janvier, j'avais un déjeuner, le premier déjeuner que j'ai eu avec Jean-Bernard Schmitt et Antoine Robin, c'était le 7 janvier. Et c'est vrai que la moitié du déjeuner, on a regardé notre téléphone mobile parce que tombaient les informations en direct de ce qui s'était passé chez Charlie. Et je pense que c'est ça la révolution qu'on vit. Donc il faut être capable de s'adapter à ça. Il faut être en mouvement permanent sur tous les nouveaux supports. En mouvement, c'est peut-être ça la conclusion. C'est ça, peut-être pas le conseil, mais ce qu'on peut retenir pour les médias, la télévision en particulier, anticiper, sentir les nouvelles tendances qui vont venir demain, comprendre aussi le monde. Il faut avoir des valeurs. La curiosité. Il faut avoir des valeurs, il faut avoir de la curiosité, il faut avoir des valeurs. Il faut s'adapter aux nouveaux usages. Voilà, c'est une très belle conclusion. Merci. Merci Alexandre Michelin, c'est un plaisir de vous recevoir. On arrive presque à la fin de notre émission, mais d'abord, tout ce qui s'est dit, vu, entendu sur Public Sénat, c'est le zapping ce soir de Cécile Sixou. Pendant que les autorités de police françaises luttent pour s'assurer qu'on retire les contenus illicites sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dont les images de décapitation, dont par exemple les photographies internes du Bataclan le soir des attentats, des responsables politiques qui sont arrivés en tête au premier tour de la 3e région de France publient des photos de décapitation d'une victime qui est identifiée, qui est reconnue, et ce sont les membres de sa famille américaine qui doivent s'en plaindre. C'est d'une irresponsabilité absolue. Ça fait bien longtemps que ce PNR est en discussion. Donc ça fait bien longtemps que les polices et les services alertent sur l'utilité de cet instrument. Le PNR n'est pas un instrument de surveillance massive, mais bien sûr que non. Mais les données existent déjà chez les compagnies aériennes. Donc vous, ça ne vous choque pas que les compagnies aériennes, que des sociétés commerciales aient accès à toutes ces données, mais que les États ne l'aient pas pour des raisons de sécurité. Sauf ce qu'on va mettre sur le PNR, y compris les centaines de millions d'euros, on ne les mettra pas ailleurs. Or, on sait aujourd'hui que ce qui manque terriblement dans notre arsenal, c'est renforcer la coopération. Donc ce sont des moyens humains. Et ce sont des moyens de suivi des suspects terroristes ou des terroristes qui sont prêts à agir. François Hollande veut dissimuler le fait qu'il ait 750 000 chômeurs de plus depuis le début de son mandat. Il dit venez donc travailler avec moi comme ça en 2017. Vous ne pourrez pas me reprocher l'échec sur le chômage. Vous y aurez été associé la dernière année. Non. Pourquoi non? Parce que ici, par exemple, au Sénat, d'année en année, chaque fois qu'on fait des propositions en matière d'emploi, d'entreprise, de lutte contre le chômage, le gouvernement socialiste nous a répondu non merci, non merci, non merci. Et comme par hasard, une fois l'échec acté, on viendrait nous dire tenez, venez donc signer en bas de la feuille pour partager l'échec. C'est non. Cela fait maintenant 2 ans que nous alertons le gouvernement sur cette hausse disproportionnée de la fiscalité qui est dans un premier temps prévue, puis reportée et finalement mise en œuvre en 2015, mais avec encore, pour les années qui sont devant nous, de nouvelles perspectives de hausse. Or, en 2015, parfois cette hausse a été vraiment confiscatoire. Certains Français propriétaires ont vu la taxe foncière multipliée parfois par 100. Eh bien, quand on est propriétaire d'un terrain, on n'est pas nécessairement un spéculateur et on ne fait pas forcément non plus de la rétention foncière. J'ai toujours été très sceptique sur cette idée de déchéance de nationalité. Parce que comme le vient de le dire très justement Jean-Pierre Sueur, quelqu'un qui a commis un délit ou un crime de cette nature doit dire qu'il se fiche éperdument de conserver la nationalité française. Je dirais que le seul avantage que j'y verrai, c'est que ça facilite éventuellement l'expulsion du territoire. Pour le reste, c'est le danger de ces réactions à caractère médiatique immédiatement après les attentats, où, je dirais, pour rassurer l'opinion, le gouvernement, quel qu'il soit, annonce des mesures qui paraissent extrêmement fortes et qui, en fait, sont plus dangereuses par rapport à l'évolution de notre société qu'autre chose. Je crois que ça n'a aucun effet positif sur ce qui nous intéresse, c'est lutter contre le terrorisme, parce qu'il y a d'autres méthodes, et celle-là, ça ne freinera rien. Voilà, et on arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci plus généralement de votre fidélité tous les soirs.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour cette nouvelle formule. On va plus loin. On se retrouve bientôt après les fêtes. Je voudrais aussi remercier bien sûr Paul Bouffard, Pierre-Henri Gergonne et Fanny Anotte-Walia qui m'aident à vous offrir tous les soirs 1h30 de débat, de décryptage et de grands entretiens. Je n'oublie pas Céline bien sûr et Philippe de Sony en régie. On repartira de plus belle dans quelques jours. Comptez sur nous. Je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année qui s'esquisse et de très très belles fêtes. À bientôt et encore une fois, merci.